Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à tous à notre webinaire sur le dispositif emploi accompagné que nous avons organisé conjointement avec Handipact Antilles-Guyane, représenté par Stéphane Guénaud, les 3 prestataires de nos 3 départements, donc Madame Bonté pour le DEA Martinique, Madame Thaïlandier pour le DEA Guadeloupe et Madame Costa Mesquita pour la Guyane, et moi-même, Nadine Monbrun, directrice territoriale pour le FIP au niveau des Antilles-Guyane. Donc, nous avons donc prévu 1h30 d'échange où nous allons vous présenter l'emploi accompagné et les différents items. Donc, premièrement, l'utilisation du dispositif emploi accompagné pour l'intégration des personnes en situation de handicap, l'utilisation du dispositif pour le maintien dans l'emploi, le témoignage d'un employeur et d'un bénéficiaire, donc par rapport à un emploi accompagné, les typologies des personnes accompagnées, enfin la complémentarité entre le dispositif emploi accompagné et les autres accompagnements que vous connaissez. Donc, le constat que nous pouvons faire par rapport au dispositif, alors Stéphane, comme je suis sur le portable, donc j'ai rappelé, nous vous avons indiqué donc le cadre législatif. Je ne vais pas vous reprendre tous les différents points qui s'y rattachent, mais en tous les cas, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre connaissance de l'article du décret de la circulaire qui a instauré l'emploi accompagné. Donc, l'emploi accompagné est une mesure prioritaire du gouvernement, puisque nous savons que l'emploi de personnes en situation de handicap passe par un accompagnement de proximité des personnes, mais également des employeurs, et que souvent, ces employeurs se retrouvent démunis par rapport au handicap. Donc, il était nécessaire de leur apporter réponse à leurs interrogations et à leurs besoins de complémentarité par rapport à cette mesure. Et pour certaines typologies de handicap, nous avons aussi pu constater que l'accompagnement spécifique était plus que nécessaire. Et donc, et c'est la raison pour laquelle, pour la majorité des régions, y compris les nôtres, eh bien, il y a eu une orientation spécifique qui a été portée sur le handicap psychique, les troubles autistiques et la déficience intellectuelle. Donc, qu'est-ce que le dispositif emploi accompagné? Eh bien, c'est une réponse qui permet, comme je le disais, donc, de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, qu'on soit au niveau de l'insertion ou du maintien, pour des personnes qui ont ce besoin spécifique d'accompagnement. Donc, le public cible, comme je l'ai dit à l'instant, avec cette attention particulière donc, que je vous ai indiquée, les employeurs publics et privés éligibles, et les 3 typologies de public au niveau des personnes. Donc, les demandeurs d'emploi en situation de handicap, les salariés ou les agents en poste, y compris les personnes relevant de contrats d'apprentissage en situation de handicap, et également les travailleurs relevant des AT, donc des établissements de services adaptés au travail, et dont la finalité du projet est l'insertion au niveau du milieu ordinaire. Quels sont les critères de ce dispositif, de cet accompagnement spécifique? Parce qu'on parle bien d'accompagnement. Donc, un accompagnement dont la durée est indéterminée, un accompagnement personnalisé, donc avec une variation d'intensité en fonction des besoins. Donc, à certains moments de l'accompagnement, on aura peut-être un accompagnement quotidien ou très régulier du dispositif. Et puis, à d'autres moments, à partir du moment où la personne est intégrée et que son adaptation se fait de manière fluide, eh bien, cet accompagnement peut être moins marqué. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un accompagnement de la personne, mais aussi de l'employeur et du collectif de travail, parce que l'inclusion et la réussite d'une insertion d'une personne en situation de handicap ne relève pas uniquement de la personne, mais de tout son environnement du travail. Un accompagnement qui va inclure aussi une double expertise, donc au niveau professionnel,
mais aussi au niveau médico-social, y compris au niveau de la vie personnelle. Un exemple, eh bien, une personne bénéficiant du dispositif emploi accompagné, qui a un entretien pour intégrer un établissement, eh bien, elle pourrait être accompagnée par son job coach dans le cadre de cet entretien à venir. Et quand je parle d'accompagnement, accompagnement physique, géographique. Et ce dispositif donc, permet de sécuriser la personne. Parce que quand on parle de troubles autistiques, de vulnérabilité psychique, il y a ce besoin fort de sécuriser la personne, mais aussi l'employeur. L'employeur, donc, grâce à l'intervention de ce professionnel, donc de ce job coach, qui va être une personne en proximité, donc externe et interne, et qui va apporter des réponses aux employeurs par rapport à cette typologie de handicap qui n'est pas toujours facile à appréhender, qui n'est pas toujours facile à réussir. Donc, il est vraiment important que ce job coach accompagne aussi l'employeur et sécurise le parcours de la personne. Donc, sécuriser donc suite à un recrutement ou encore quand cette personne est déjà en emploi. Donc, l'accompagnement du dispositif emploi accompagné, puisque, comme vous le savez, il y a d'autres accompagnements qui existent. Et qu'est-ce qui distingue le dispositif emploi accompagné des autres accompagnements? Eh bien, déjà, cet accompagnement spécifique, il s'inscrit en subsidiarité avec les autres formes d'accompagnement qui sont proposées. Donc, l'emploi accompagné va être activé en dernier lieu. C'est-à-dire que quand on aura sollicité d'autres formes d'accompagnement, comme le Cap emploi, ou via le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, ou encore on aura mis en place une prestation d'appui spécifique, mais qu'il y a ces différentes interventions ont atteint leurs limites et qu'on se rend compte que malgré tout, la personne on n'arrive pas à l'intégrer, ou en tous les cas, il y a des freins et qui sont inhérents à la personne ou à son collectif. Et à ce moment-là, eh bien, le dispositif, donc le prestataire porteur du dispositif emploi accompagné, va venir répondre à ces difficultés et surtout contribuer à lever les freins par rapport à cette inclusion ou ce maintien dans l'emploi de la personne en situation de handicap. Enfin, qui dit dispositif dit moyens financiers. Donc, je vous ai indiqué en préalable que eh bien, c'était une volonté gouvernementale donc, qui a été portée lors de sa mise en œuvre par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, avec la GFIP et le FIP aux côtés de l'ARS, et nous apportons un financement, donc les trois partenaires apportent un financement pour déployer le dispositif emploi accompagné. Il y a eu encore un renforcement de nos interventions pour cette année, avec cet objectif qui nous est donné, qui relève de cette volonté gouvernementale pour 2022, de réussir le challenge d'intégrer 10 000 personnes, toutes régions confondues. Donc, voilà rapidement les éléments de contexte préalables à notre présentation dans le détail du dispositif et l'intervention des différents prestataires des régions qui vont vous parler chacun leur tour des différents items qu'on va développer, pardon. Merci Madame Bonbrun. Donc, nous avons vu que le dispositif emploi accompagné pouvait être utilisé dans le cadre d'un parcours vers l'emploi, mais également dans le cadre d'un parcours de maintien dans l'emploi. Donc, nous allons commencer par voir l'utilisation du DEA pour l'intégration de personnes en situation de handicap chez un employeur, donc plutôt dans un parcours vers l'emploi. Et c'est Béatrice Bonté et également Sandrine Tidas pour le DEA Martinique qui vont nous présenter cette utilisation. Je vous laisse, mesdames, je vous laisse ouvrir votre micro et je vous laisse démarrer la présentation. Et vous pouvez ouvrir aussi votre caméra, ce sera plus simple. Alors, en attendant la connexion de Madame Bonté et Madame Tidas, nous allons voir tout au long de notre webinaire
eh bien, l'importance que vous appréhendiez bien quelle est la valeur ajoutée du dispositif emploi accompagné, en quoi il vient compléter les dispositifs existants et qu'est-ce qu'il permet justement de concrétiser en sus de ce qui existe, notamment l'intervention du Cap emploi ou des prestations d'appui spécifiques. Alors, normalement, voilà, Madame Brantelet, c'est parfait. Alors, juste une petite précision, juste avant que vous démarriez, vous avez l'habitude maintenant de ces webinaires. Donc, les participants, vous avez possibilité d'utiliser le chat. Vous avez une petite bulle dans la barre en haut. Vous posez vos questions par écrit, donc, et puis je les reprendrai, je les poserai. Je serai votre voix pour poser vos questions aux différents intervenants. Voilà. Je vous en prie, Madame Brantelet, c'est à vous. Merci. Donc, nous allons présenter l'émission du dispositif emploi accompagné. Donc, il commence en fait avec un travail qui est fait on commence notre travail avec une liste de personnes qui sont notifiées par la MMPH et le SPE, donc notifiées et orientées vers le dispositif emploi accompagné. Donc, avec cette liste, nous sont transmis également des éléments de parcours particulièrement par la MMPH, et qui nous permettent de prendre déjà connaissance du dossier et du parcours de cette personne ou de ces personnes qui nous sont orientées. Ensuite, ces personnes sont invitées à des entretiens d'évaluation avec les différents professionnels du dispositif emploi accompagné, à savoir la référente en emploi, la psychologue du travail ou encore la thérapeute si c'est nécessaire au départ, en fonction des éléments. Donc, nous évaluons la situation des personnes face à l'emploi et à ce moment, nous voyons en fait si c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur son projet ou encore de valider ce projet professionnel. Si la personne est prête à l'emploi, donc on ira vers la réalisation du projet professionnel. Donc, cette réalisation passe souvent par une visite d'entreprise, que ce soit entreprise privée ou encore entreprise dans la fonction publique, pour permettre aux personnes de réajuster leur vision de l'entreprise, privée ou publique. Donc, nous allons ensuite, une fois ce travail fait, donc cet échange qui a été fait avec des professionnels de l'entreprise, nous allons identifier, quand c'est nécessaire, les structures pour nous permettre, qui permettront d'accueillir les personnes en situation de handicap, bien entendu, pour leur permettre de tester leur projet professionnel. Et donc, une fois que c'est fait, nous passons, en fait, nous leur permettons de faire un stage en entreprise. Donc, les personnes vont découvrir le fonctionnement, les personnes vont confronter leur projet professionnel, en fait, à leur réalité, à la réalité également de l'entreprise et du métier. Et nous passons par la période d'immersion en entreprise. D'accord? Ensuite, dans cet accompagnement, dans cette mise en œuvre en fait, du projet professionnel, dans cette réalisation, nous mettons en place différents ateliers pour préparer les personnes à entrer en entreprise, à entrer dans la fonction publique. Donc, ça passe par la rédaction de CV, ça passe par des simulations d'entretien d'embauche ou encore des entretiens de présentation. Et quand la période est propice, donc quand les opportunités se présentent, les personnes participent et sont accompagnées à des job dating pour les entraîner un petit peu à cet exercice. Donc, tous ces entretiens, ces rencontres nous auront permis d'évaluer les freins que rencontrent les personnes. Et puis, donc, nous allons leur apporter un soutien, un appui. Une fois que ces personnes rentrent en entreprise, que ce soit pour l'emploi ou encore quand elles sont en stage, dans cette période d'immersion en entreprise, nous allons évaluer les difficultés rencontrées et mettre en place, en fait, les solutions nécessaires pour les maintenir dans l'emploi. Un dernier point qui est très important aussi, un point qui est très important aussi, c'est l'accompagnement médico-social que l'on apporte, surtout très important, que l'on apporte aux personnes pour sécuriser et fluidifier leur parcours professionnel en milieu ordinaire. Donc, il faut savoir aussi que cet accompagnement dans l'emploi concerne tant le travailleur, comme ça a été dit, en situation de handicap, mais également son employeur.
On va passer à la diapo suivante. Donc, on a schématisé un petit peu la procédure d'admission et d'accompagnement du demandeur d'emploi notifié et orienté par la MMPH ou encore le service public de l'emploi. Je vais fermer cette petite fenêtre. Donc, une fois que nous avons… Excusez-moi, la MMPH étant la MDPH de Martinique. Exact, tout à fait. Donc, une fois que nous avons reçu… Donc, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais un peu plus schématisé. Donc, une fois que nous avons reçu les notifications, la MMPH et les éléments de parcours, donc nous invitons cette personne à se présenter dans nos structures pour lui présenter le dispositif. Et ça nous permet également, donc ces différents entretiens nous permettent également, comme je l'ai dit, d'évaluer la situation de cette personne face à l'emploi. Et on passe à la mise en œuvre du projet. Donc là, on commence la rencontre des employeurs potentiels ou des employeurs des structures qui peuvent accueillir les personnes en immersion. Donc, nous pouvons aussi solliciter, à tout moment dans ce schéma, nous pouvons solliciter les partenaires, le FIF, la GFIP, la MMPH, Cap Emploi, le DCCAS également, les CMP, en tout cas en fonction des difficultés rencontrées, en fonction des besoins, nous sollicitons ces partenaires. Et donc, quand il y a difficultés, on va dire sociales ou des difficultés au point de vue santé également, donc nous leur apportons ce soutien médico-social avec les professionnels de santé, déjà de l'ANFA, qui nous apportons une première réponse avec nos différents professionnels. Donc, ça peut être l'ergothérapeute qui peut intervenir tant au niveau du dispositif, tant avant l'emploi qu'après, pas après, pendant l'emploi. Nous avons le psychiatre également, psychiatre consultant, neuropsy. Enfin, on a toute une équipe de professionnels avec lesquels nous pouvons intervenir à tout moment, hors entreprise ou dans l'entreprise. Et quand les personnes sont justement en emploi, nous faisons appel aux aides du FIPHFP pour pouvoir les aides particulièrement financières ou techniques, tant pour les employeurs que les agents en difficulté, en situation de handicap. Et donc, pour formaliser tout cet accompagnement, nous avons une convention d'accompagnement individuel ou tripartite qui va définir le cadre de cet accompagnement tout au long du parcours de cette personne dans ce dispositif. Slide suivante. Alors, j'ai une petite question pour vous. Que veut dire exactement AARPHA, ARFA? ARFA, c'est l'Association d'aide à la réinsertion des personnes en situation de handicap. Pardon. Donc, c'est l'ARFA, c'est la structure en fait, qui porte le dispositif emploi accompagné. Je voulais juste revenir un petit peu sur, juste donner quelques éléments sur le schéma précédent, juste pour dire que des allers-retours sont possibles entre ces différents temps d'accompagnement et qu'on adapte notre accompagnement quand la personne est en emploi à l'évolution du poste. Et c'est là que je disais que l'ergothérapeute peut intervenir et l'évolution de la pathologie, puisque la personne en emploi peut avoir besoin de soins puisqu'il peut avoir des compensations ou autres. Et là, nous faisons intervenir nos différents professionnels. Et les interventions donc, du job coach se font hors entreprise ou dans l'entreprise. Juste souligner que quand nous intervenons avec les équipes aussi de l'entreprise, c'est-à-dire on ne va pas sortir la personne de la structure et puis faire les choses à notre sauce, j'ai envie de dire. Non, nous travaillons avec les services existants, les professionnels existants dans les services de l'administration publique. Et puis un dernier point, dans notre fonctionnement ici, nous allons à la rencontre des personnes, du public éligible qui pourraient être intéressés par le dispositif en mettant en place des partenariats parce que nous savons que dans certains endroits, en tout cas sur l'île, les déplacements sont plutôt difficiles. Et donc, nous allons à la rencontre des personnes en mettant en place des partenariats avec les CCAS, les communes, etc. Voilà. Donc, nous vous présentons quelques exemples de plus-value par rapport au dispositif
à l'accompagnement proposé par le service public de l'emploi. Donc, quelques exemples. En cas de difficulté de compréhension de consignes, par exemple, quelqu'un qui est en stage ou en emploi, on est confronté à cela. Donc, on va mettre en place un document qui sera simplifié, le document de travail qui aura été remis, et en créant des codes couleurs ou des pictogrammes pour mieux aider la personne à comprendre un petit peu les consignes qui lui ont été données. Quand on est face à des problèmes d'hygiène alimentaire ou d'hygiène corporelle, ce qu'on a déjà eu, on fait le relais avec la famille et on fait également intervenir un assistant social. On peut avoir des personnes qui ont peur, on va dire, d'elles-mêmes, qui rencontrent des problèmes de peur, de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, régulièrement, nous mettons en place des ateliers. Donc, ça peut être un atelier collectif avec une thématique qui a été décidée en amont. Et nous proposons également un espace d'écoute thérapeutique ou psychologique individuel en fonction de la difficulté rencontrée. Donc, quand c'est une difficulté qui est quand même grave, qui relève de la décompensation, donc là, c'est la neuropsychologue qui intervient ou encore le psychiatre consultant. Si c'est une problématique de renoncement des soins, donc on fait le lien avec la mission accompagnement santé de la sécurité sociale de chez nous. La suite. J'ai une question. Pouvez-vous nous préciser comment se fait le signalement des personnes en poste dans la fonction publique territoriale ou autre, et par qui? Comment se fait l'articulation entre l'employeur territorial, parce que là, pour le coup, on est sur un employeur territorial, qui souhaite proposer un accompagnement à son collaborateur et à la MMPH, SP. Comment ça va se passer? Imaginons qu'on a un employeur. Alors là, on est plutôt sur du maintien dans l'emploi, mais on peut quand même voir comment les liens peuvent se faire. Donc, comment un employeur peut nous signaler un salarié en difficulté, c'est ça? C'est la question? Donc, l'employeur peut nous contacter, d'accord, directement par le biais, l'employeur aussi, dans cette entreprise, on a des référents handicap dans les structures. Donc, ils peuvent faire le lien avec nous. Et donc, le job coach se rend sur place, va évaluer les difficultés rencontrées et ensuite, nous, ensemble, avec l'entreprise, le représentant de l'entreprise, on met en place les solutions qui nous semblent les plus pertinentes. Ça vous va? Merci, c'est clair. Alors, donc, en cas de conditions de travail inadaptées également, donc c'est là qu'intervient l'ergothérapeute. Suite à l'observation, donc l'ergothérapeute vient sur place et va observer et analyser les difficultés rencontrées et donc proposer des réponses adaptées. Donc, pareil, hein, c'est un peu pareil quand il y a une évolution du poste, etc. Donc, on va aménager, proposer des outils adaptés. Et en cas de difficulté de déplacement, nous mettons en place des solutions d'accompagnement. Ça nous arrive quelquefois d'accompagner directement la personne. Quand il s'agit de sa prise de poste, nous préférons l'accompagner pour éviter justement pour éviter des difficultés, surtout quand la personne ne connaît pas le lieu. Donc, on va l'accompagner directement. Donc, une fois que la personne est dans la structure, donc nous faisons des points réguliers sur son évolution au sein de l'administration, donc tant avec lui qu'avec l'employeur. Et ces points peuvent être faits en fait directement sur place dans la structure d'accueil ou encore au 2AC où on va prévoir des temps d'entretien, des temps de rencontre. Et tout ça, c'est consigné sur un livret d'accompagnement qui est mis à jour régulièrement. Je crois qu'on a fait le tour de notre partie. Je vous remercie de votre attention. On ne vous entend pas, Stéphane. Il y a une autre question, mais c'était plutôt sur le rôle du médecin du travail. On le verra juste après. Écoutez, il y avait la même question pour la fonction publique d'État, mais c'est la même réponse. En fait, vous avez possibilité de prendre directement. L'employeur peut ne serait-ce que se dire, j'ai vu votre présentation, j'ai vu votre niveau d'intervention et je m'interroge pour un agent. Voilà la situation. Et à ce moment-là, vous serez en mesure de réfléchir ensemble pour voir effectivement si le DEA semble la meilleure solution, ou est-ce qu'on est plutôt sur un accompagnement Cap Emploi ou un accompagnement à Cap Emploi avec l'appui d'une PAS, ces prestations d'action spécifiques. On donnera cette vision globale en fin
de webinaire, mais en tout cas, je crois que le bon réflexe, c'est de se poser des questions et puis d'échanger avec les prestataires, les professionnels dont c'est le métier pour échanger avec eux. Rien ne vaut un échange, hein. Je veux dire, les tableaux, ils permettent d'avoir une vision globale, mais après, il faut échanger avec vous, hein. Voilà, Tout je ne à vois pas fait. d'autres. Oui, je vous en prie. Et tout à l'heure, donc, comme l'a dit Stéphane Guénaud, en fin de présentation, on va évoquer justement les évolutions du dispositif emploi accompagné, justement pour permettre une réponse plus aisée à justement vos interrogations de savoir, mais au fond, vers qui dois-je me diriger? Donc, on le verra tout à l'heure. Et c'est un point qui est important et qui va venir vraiment compléter ce qu'il existe et va venir vraiment faciliter aussi la bonne compréhension de l'employeur par rapport à ce dispositif et ses modalités d'intervention. Merci. Alors, on a quand même encore une question. Peut-être avant de passer, alors j'ai vu qu'il y avait des questions sur les types de métiers. Ça, on l'a prévu en fin d'intervention. On a des questions sur le rôle du médecin du travail. Mais je propose que notre DEA Guadeloupe, qui va venir sur le maintien dans l'emploi, puisse nous apporter cet éclairage-là. Et puis là, on a quand même une question que je vous propose de traiter maintenant. On a Benjamin Suquet qui nous demande, il dit, je n'arrive toujours pas à comprendre quelle est ou quelles sont les différences ou plus-values par rapport à d'autres prestations de type PASS notamment. Alors, je peux tenter de vous donner un élément de réponse. Si vous prenez cette diapo qui présente les caractéristiques du dispositif emploi accompagné, le fait qu'on ait déjà un accompagnement à durée indéterminée, c'est une différence. L'accompagnement de la PASS, elle est à durée déterminée. L'accompagnement personnalisé, ensuite, avec une intensité variable selon les besoins. Il faut savoir qu'on dit variable, ça peut être de moins de 2 heures jusqu'à 12 heures par semaine. 12 heures par semaine, vous vous rendez compte, c'est un tiers des 35 heures, quoi. Pour quelqu'un à temps plein, ça peut être du presque temps plein pour certaines personnes. Alors, c'est pas comme ça tout le temps, mais ça peut être dans certaines phases d'intégration dans l'emploi ou de retour à l'emploi. Voilà. Il y a aussi un indicateur, c'est le nombre de personnes, je crois que ça va être très parlant, le nombre de personnes qui sont accompagnées par le job coach. Un conseiller à l'emploi, Oui. on est sur plusieurs dizaines quand on ne dépasse pas la centaine. Alors, pour quelqu'un qui est dans une passe, on est sur plusieurs dizaines. Là, on va être la moyenne. J'ai regardé les chiffres qui sont sortis l'année dernière. La moyenne, c'est entre 15 et 17 personnes accompagnées par job coach. Donc, ça donne une idée de l'intensité de l'accompagnement. On a également quelque chose qui est important, c'est la double expertise, l'accompagnement professionnel, mais aussi médico-psychosocial et vie personnelle. On a des personnes, l'employeur se rend bien compte qu'au niveau personnel, ça ne va pas, il y a des liens avec le soin qui ne se font pas, la personne peine à trouver le bon accompagnement sur les situations de handicap psy. Je veux dire, c'est pas facile de trouver la bonne prise en charge sanitaire. Eh bien, on va avoir cet accompagnement-là. Alors, dans la passe, on peut la trouver sur le côté appui à la recherche de la solution de soins, mais on ne va pas aller jusqu'à un accompagnement dans la vie personnelle approfondie de la personne. Là, on va plus loin. Et pour certaines personnes, ça va être nécessaire d'aller plus loin. Et c'est pour ça que l'emploi accompagné a été créé, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que eh bien, les solutions des passes, la passe, elle apportait une vraie plus-value par rapport à l'accompagnement qu'on avait simplement du Cap emploi. Il y a eu cette évolution qui s'est faite progressivement, qui paraît la norme, mais elle s'est quand même construite au fur et à mesure, et puis ensuite elle a été généralisée par le FIP et la GFIP. Et puis là, il y avait encore une strate supplémentaire, et l'idée c'était de faire aussi, si vous voulez, une forme d'accompagnement qui soit un peu intermédiaire. En gros, on avait le milieu protégé, les entreprises adaptées, qui sont milieu ordinaire. Et puis, on avait le milieu ordinaire classique, et puis il y avait un trou, quoi. Il y avait un gros trou, un gros fossé, des personnes qui auraient été capables de travailler en milieu ordinaire, mais avec un soutien plus fort.
Et ça n'existait pas, et je pense que c'est complètement l'objet de ce dispositif accompagné. Mesdames, vous voulez peut-être compléter. Je l'ai dit avec mes mots à moi, hein, mais voilà. Oui, d'autant que l'adage du dispositif emploi accompagné, c'est vraiment inclure, accompagner et puis maintenir en fait. Donc vraiment, et c'est aussi être présent dans toutes les situations que pourrait rencontrer la personne. Parce que je pourrais illustrer mes propos, on avait eu un témoignage d'une personne, alors c'était en métropole, hein, et le job coach avait bien pris le train avec la personne, était venu la chercher, l'avait amenée à la gare, avait pris le train avec elle, était resté jusqu'à l'entretien. Et donc, du coup, et pendant tout le temps de trajet, bien, avait rassuré la personne pour diminuer son stress et revoir avec elle bien, ses fondamentaux par rapport à cet entretien. Et ce qu'on ne va pas retrouver au niveau d'une PAS, parce que la PAS, certes, elle va faire cette expertise à un instant T, mais une fois que l'expertise est terminée, il y aura des préconisations et le rôle du prestataire va s'arrêter là, alors que le job coach, lui, eh bien, il va poursuivre. J'ai eu aussi un autre exemple que je pourrais illustrer, c'est quelqu'un pour lequel on avait finalisé le maintien, donc cette personne avait été maintenue en emploi sur un nouveau poste, mais son intégration ne se faisait pas correctement parce que ses collègues, son environnement de travail ne comprenaient pas pour quelles raisons eh bien, elle bénéficiait de temps aménagé parce qu'elle avait un handicap invisible d'ordre psychique, pardon. Et il a fallu, grâce à l'intervention du job coach, donc de sensibiliser l'environnement de travail, d'expliquer eh bien, ce qu'étaient les conséquences de cet handicap psychique pour permettre cette inclusion. Et on voyait le avant-après, une fois qu'il y avait eu cette intervention du job coach, et bien que les personnes au niveau de l'environnement de travail avaient été elles aussi rassurées et la personne eh bien, était épanouie dans son travail et l'employeur, lui, eh bien, avait aussi eu cet accompagnement, cet appui parce qu'il se serait retrouvé à un moment donné à une difficulté, quand bien même le maintien avait été réalisé. Merci, Madame Montbrun. Monsieur Suquet, vous avez remercié pour nos réponses, mais merci de nous dire si vous voyez bien la différence et si c'est clair pour vous. Et puis, si certaines personnes trouvent que la nuance n'est encore pas claire, n'hésitez pas à revenir questionner, parce que pour moi, c'est l'objectif principal de ce webinaire, c'est que vous compreniez bien la différence de dispositif, ce qu'il apporte par rapport au reste, et derrière, ça va vous permettre de le projeter, d'imaginer comment l'utiliser, notamment pour des agents que vous avez accompagnés des situations difficiles. Moi, j'ai vraiment la conviction, ça fait des années que je suis sur ces questions d'emploi de personnes en situation de handicap, et je pense, dans la fonction publique, on ne parle pas de licenciement pour inaptitude, hein, mais par contre, on parle de mise à la retraite pour invalidité. Et ça concerne près de 16 000 personnes par an. Ce n'est pas la marge, si vous voulez. Et qu'on compare le poids des licenciements pour inaptitude dans le privé, on se rend compte qu'en fait, dans la fonction publique, c'est quand même une réalité. Et je suis convaincu qu'avec ce dispositif, on devrait être capable et vous verrez le témoignage tout à l'heure, on va voir le témoignage des bénéficiaires. On devrait être capable de maintenir dans de bonnes conditions des agents qui sont aujourd'hui, on ne sait pas les accompagner, parce qu'on n'est pas ça. On n'est pas ça. Donc, j'espère sincèrement qu'on va réussir à maintenir des agents en emploi dans de bonnes conditions à l'issue de ce webinaire. La montre tourne, donc je vous propose de passer à la. Alors, je regarderai pendant que Madame Taillandier commence son intervention, je regarderai les questions, puis je reviendrai vers vous. Alors, Madame Taillandier, comment ça se passe au niveau du maintien dans l'emploi? Comment intervenez-vous dans le cadre du DEA? Je vous en prie. Alors, bonjour à tous.
Je suis Carole Talandier, référente en emploi accompagné, job coach sur le dispositif emploi accompagné de Guadeloupe. Alors, mon intervention aujourd'hui est sur le maintien en emploi dans la fonction publique, puisque nous avons la chance sur le territoire de la Guadeloupe d'accompagner des agents dans le cadre de leur maintien en emploi. Alors, cette slide reprend un petit peu ce qui a été dit précédemment. Si vous voulez juste passer à la suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, pour reprendre brièvement les rôles du référent en emploi accompagné ou job coach, la première, la mission la plus importante, donc, c'est d'accompagner l'agent ou le futur agent dans sa recherche d'emploi ou son maintien. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit précédemment, mais voilà, des rencontres régulières pour identifier les difficultés, apporter des solutions, orienter vers d'autres professionnels si nécessaire, etc. Le deuxième axe très important, c'est la sensibilisation. Alors, Madame Montbrun l'a évoqué il y a quelques minutes, la sensibilisation de la structure et du tuteur en entreprise, lorsqu'il y en a un, au handicap. Pourquoi? Parce que je l'ai vu un petit peu aussi sur le chat. Il y a souvent une question de tabou ou de méconnaissance sur les handicaps invisibles et surtout du tabou sur la notion de handicap psychique. Donc, nous sommes aussi à la disposition soit du tuteur ou de l'établissement en général pour pouvoir donner des clés pour comprendre le handicap, ou en tout cas mieux le cerner, mieux l'appréhender, et de cette façon-là, mieux comprendre l'agent en difficulté ou l'agent en devenir. Ça, c'est très, très important. On peut aussi accompagner l'établissement dans ses démarches d'aide pour l'adaptation au poste, parce que parfois, le référent handicap de la structure peut avoir besoin d'un renseignement, peut avoir besoin d'être aiguillé. Donc, on se rend disponible aussi pour cela. Accompagner également le tuteur lorsqu'il y en a un de défini dans le cadre de cet accompagnement. Donc, l'accompagner dans son rôle d'encadrant parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, on se rend disponible, bien évidemment, pour l'agent, mais aussi pour le tuteur qui sera éventuellement défini au sein de la structure. Voilà. Et puis, on va mettre en relation les acteurs, donc en fonction des besoins qui auront été identifiés, pour pouvoir apporter un maximum de solutions à ces difficultés et pouvoir justement rassurer l'agent, rassurer l'établissement et puis apaiser les choses, comme on dit. Voilà. Alors, comment se passe l'accompagnement avec le job coach? On se rencontre régulièrement, bien évidemment avec l'agent, en dehors des heures de travail, mais il peut être aussi acté de faire des rencontres sur l'établissement afin de constater un petit peu le fonctionnement, les dysfonctionnements, les difficultés rencontrées et de pouvoir ensuite échanger avec la hiérarchie ou le tuteur directement pour voir quelles solutions on peut apporter aux difficultés rencontrées. Alors, pourquoi on propose cet accompagnement? Parce que notre but ultime, je dirais, c'est de pérenniser l'emploi. C'est de pérenniser l'emploi, de permettre à l'agent de continuer de développer ses compétences et puis aussi de pouvoir sécuriser aussi sa santé. Parce que lorsqu'on parle de handicap psychique, on va parler un petit peu plus peut-être du handicap psychique, ce sont des pathologies qui sont fluctuantes. Et donc, rien n'est jamais gagné. Donc, il faut être très attentif à l'état de santé psychologique et psychique de cette personne accompagnée, de façon à éviter les décompensations et à éviter les ruptures. Voilà, ça c'est très très important. Alors, je vais revenir sur une question qui avait été posée tout à l'heure. Oui. On nous questionne sur le rôle du médecin du travail ou de prévention. Est-ce qu'il peut être à l'origine de votre... mais faut-il encore qu'il connaisse l'existence du dispositif accompagné? Comment ça se... Donc,
comment ça fonctionne? Là, on est plutôt dans le maintien dans l'emploi pour le coup, hein. Tout à l'heure, on imagine bien que dans une insertion, le dispositif emploi accompagné est déjà là. Donc, je pense que les choses se font plus naturellement. Le médecin prend connaissance de l'accompagnement qui est en place et puis ensuite, ben, je pense que les choses se font plus simplement. Par contre, dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, la mise en place de l'accompagnement, enfin d'un accompagnement de type dispositif emploi accompagné, c'est quand même une forme d'aménagement, hein, du poste de travail. On vient intervenir dans l'entreprise, donc le médecin de prévention du travail a un rôle à jouer. Alors, dans votre pratique, comment ça fonctionne? Alors, je pense qu'il y a une intervenante qui va s'exprimer tout à l'heure qui pourra peut-être vous relater en fait comment ça s'est passé dans l'établissement dans lequel elle est référente handicap. Mais en tout cas, dans l'établissement, effectivement, le référent handicap va être le point central et qui va être en relation avec le médecin, la médecine du travail. Et ensuite, on peut éventuellement, bien sûr, se rencontrer tous ensemble, évaluer la situation et mettre des choses en place. Il n'y a pas de souci, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la coordination de parcours et le travail en coordination. Voilà. Donc, une petite chose que je voulais rajouter, c'est que effectivement, et Madame Monbrun l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est que lors des entretiens que nous avons avec l'agent, effectivement, nous travaillons donc sur l'identification des difficultés rencontrées sur le poste de travail, mais aussi sur ce qu'on appelle tous les freins périphériques à l'emploi qui sont de la sphère privée, hein, donc des problématiques de santé, des problématiques d'ordre social, parce que on se rend bien compte que lorsqu'on a des difficultés dans sa vie privée qui ne sont pas réglées ou pour lesquelles on ne trouve pas de solution soi-même, ce problème va prendre des proportions de plus en plus importantes et à terme, eh bien, avoir une incidence sur le travail. Voilà. Et donc, ça fait un petit peu effet boule de neige. Et pour les personnes ayant des pathologies psychiques, ça peut avoir de graves retentissements. Donc, on travaille sur tous les aspects. Le travail étant le centre, hein, le point le plus important, mais nous travaillons également sur tous les freins périphériques qui pourraient, entre guillemets, porter préjudice à l'exécution de son travail au quotidien. Voilà. Alors, ce que je vais vous... Avant de passer, parce que je pense que vous allez passer à la partie suivante, j'ai quelques petites questions. Oui. On a quelques secondes. Donc, j'ai 2-3 questions. Est-ce que vous pouvez rappeler les 3 types de handicap qui sont particulièrement visés, même si ce n'est pas exhaustif? Bien sûr. Bien sûr. Donc, le dispositif a vocation à accueillir principalement, mais pas uniquement, 3 grands types de handicap invisibles. Donc, les troubles du spectre autistique, le handicap psychique et la déficience intellectuelle. Voilà, donc ce sont les 3 types de handicap principaux, mais comme vous le disiez, nous avons également d'autres types de handicap invisibles qui sont suivis au sein du DEA. Donc, on a également une question de Mélodie Allais qui nous demande quel est l'apport du DEA par rapport au ESRP. J'imagine que c'est les anciens centres de rééducation professionnelle. Hein. Alors, les centres de rééducation professionnelle sont des centres de formation. Nous sommes sur l'emploi. C'est la grosse différence. Et puis, ces CRP peuvent avoir également des centres de préorientation. Et là, on va travailler l'orientation, mais là également, ça se fait dans un cadre qui ressemble quand même fortement à de la formation, des stages avec des périodes d'immersion, etc. Donc là, on se rend bien compte qu'on est sur un accompagnement. Il y a une personne aussi qui me demandait quel type d'aménagement c'était. Ben, en fait, vous avez plusieurs types d'aménagement. Vous avez de l'aménagement matériel, vous avez de l'aménagement organisationnel, vous avez de l'aménagement avec de l'aide humaine. Ben là, on est typiquement dans de l'aide humaine, on est d'accord? Hein? Tout à fait. Voilà. J'avais également une question de Madame Mauguin qui nous disait
Je la retrouve plus, mais je la retrouverai, Madame Boga, c'est promis. J'en ai une autre d'un monsieur qui nous demande, donc Ahmed, qui nous demande, est-ce qu'un agent diagnostiqué 10 ou multi-10 peut bénéficier de cet accompagnement? Absolument. Mais il faut que les besoins soient en rapport, en fait. C'est une question de besoin. Hein. Voilà, ce n'est pas une question forcément de nature du handicap. C'est si on a besoin de cet accompagnement humain renforcé, avec toutes les dimensions et les caractéristiques qu'on a rappelées, bien quelque part, ce sera pertinent. On est d'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si vous me laissez une seconde, il faut que je retrouve le... Madame Boga, elle a un agent qui ne peut plus occuper ses fonctions qui sont stressantes et avec de la manutention, là, cette personne est en arrêt maladie. Comment, enfin, peut-on commencer à préparer son retour? Voilà la Alors, si elle question. est en maladie depuis longtemps, déjà, je pense qu'il va falloir que cette personne repasse par la médecine du travail, qui va pouvoir déjà dans un premier temps donner des préconisations sur les missions qui sont à éviter ou qui sont proscrites. Et puis ensuite, peut-être se rapprocher effectivement d'un ergothérapeute pour voir si au niveau matériel, il y a des choses à mettre en place. Et si ce n'est entre guillemets que des pathologies physiques ou des adaptations qui relèvent du Cap emploi SAMET, ou voir s'il y a des besoins en accompagnement avec un volet médico-social et où là, peut-être que l'emploi accompagné pourrait être une solution. Il faut étudier la situation un peu plus en profondeur. Alors, c'est intéressant, sur le maintien dans l'emploi, on parle des aménagements, on revient sur la question de la prescription. Vous savez, souvent, les aménagements, les financements du FIP, hein, en fait, sont mobilisables pour le financement, par exemple, d'un siège économique ou d'un autre aménagement. Eh bien, il va falloir que ce soit le médecin de prévention ou du travail qui prescrive l'aménagement et ensuite, derrière, l'employeur pourra demander le remboursement par le FIP. Là, Nadine Monbrun a précisé tout à l'heure qu'on est sur une aide qui est, enfin un accompagnement qui est financé directement par le FIP. Donc, Tout à fait. l'employeur va devoir passer par, on a vu là, enfin vous allez préciser, mais par la MDPH ou le Cap emploi. Tout à fait. Et donc, du coup, bon, comme les questions, il y a eu plusieurs questions par rapport à ce point et justement par rapport à parfois la difficulté pour l'employeur de s'orienter vers la personne idoine. Donc, ce que je disais tout à l'heure et que je vais rappeler, mais bon, je profite de l'occasion, on va le faire tout de suite, c'est que justement, par rapport aux freins qu'on a identifiés dans le cadre du dispositif emploi accompagné, il y avait bien, cette question par rapport à la définition commune de ce qu'est l'emploi accompagné, il y a eu plusieurs questions par rapport à ça. Et puis aussi, une certaine parfois confusion par rapport à l'accompagnement, notamment par rapport aux organismes de placement spécialisés Cap emploi ou encore les prestations d'appui spécifiques et encore le DEA. Donc aujourd'hui, pour justement optimiser cette organisation et faciliter cette meilleure lisibilité sur l'accompagnement le mieux adapté. Donc, il y a maintenant le principe de la plateforme emploi accompagné qui va justement faciliter la coopération des structures du volet social et médico-social. Et cette plateforme va intégrer donc tout le service public de l'emploi, donc le Cap emploi dont on a parlé tout à l'heure, le Pôle emploi, la MDPH, et ce qui va permettre à l'employeur bien de ne plus avoir à se poser ces questions, de savoir, mais au fond, si je veux accompagner mon collaborateur, mon agent, vers qui je m'oriente. Donc, il y aura une porte d'entrée unique et au sein de cette plateforme, eh bien, dans le cadre de cette mutualisation des moyens et de cette montée en compétences, il y aura une orientation directement des personnes en situation de handicap vers l'accompagnement adapté à leur situation. Alors, pour celui-là, bien, ça va relever, par exemple, de l'OPS Cap emploi. Pour un autre, ça va relever de la prestation d'appui spécifique. Pour un autre, ça va être le dispositif emploi accompagné. Et puis, pour certains, bien, l'accompagnement va s'arrêter au niveau de l'OPS Cap emploi. Et puis, pour d'autres, eh bien, en dépit de l'accompagnement du Cap emploi,
en dépit de la mise en place de la prestation d'appui spécifique, on va se rendre compte que le métier n'est toujours pas facilité et à ce moment-là, on va recourir au dispositif emploi accompagné qui va venir compléter et renforcer cet accompagnement pour réussir ce maintien. Alors, encore une petite question, puis après je vous laisser poursuivre. On prendra toutes les questions à la fin parce que sinon ça va être compliqué. Et on nous demande quand même s'il y a une RQTH ou en tout cas un titre d'éligibilité au fait d'être bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Est-ce que ça, c'est exigé pour entrer dans le dispositif? Est-ce que est-ce qu'on peut laisser un peu de temps? Vous savez notamment que sur le handicap psychique, il n'est pas rare qu'on ait des personnes qui soient dans le déni, hein. Donc si on met une exigence administrative pour entrer dans un dispositif pour des personnes qui sont dans le déni, c'est quand même compliqué. Et je pense qu'on a des employeurs qui sont confrontés à ça. Est-ce qu'il existe une souplesse ou est-ce qu'il faut avoir une reconnaissance administrative? Et si oui, laquelle? Alors oui, effectivement, il faut avoir une RQTH, hein, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pour pouvoir intégrer le dispositif. Maintenant, effectivement, si on parle de pathologie psychique et qu'il faut voilà, amener l'agent à accepter et entamer cette démarche, elle peut être faite en même temps que la demande du DEA. C'est-à-dire que lorsque l'on remplit la saisine MDPH pour demander sa RQTH, on peut en même temps demander le DEA. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir certains rendez-vous en amont pour expliquer ce que c'est le DEA, expliquer l'intérêt à la personne et que quelque part, la demande de mise en route de l'accompagnement se fasse avec les RQTH. C'est ça l'idée? Absolument. Alors, dans un cas précis, si vous voulez, mais bon, l'intervenante suivante l'expliquera certainement davantage. Donc, la référente handicap de l'établissement m'avait contacté pour un agent qui pourrait peut-être relever du dispositif. Donc, on s'est rencontrés tous les trois avec l'agent pour voilà, bien présenter le dispositif pour qu'il puisse s'y engager de façon volontaire, hein, parce que on n'oriente pas quelqu'un sur le dispositif emploi accompagné s'il n'est pas volontaire et s'il ne s'engage pas librement dans cette démarche-là. Et puis, suite à cela, voilà, on a enclenché voilà, la demande d'orientation pour qu'il puisse être accompagné par le dispositif. Voilà. Alors, peut-être, Monsieur Guénaud, histoire d'avancer un petit peu quand même, puisque effectivement l'heure tourne, je vous propose de diffuser le témoignage de Cédric qui va pouvoir illustrer tout ce qu'on a un petit peu dit précédemment. Voilà, et qui va pouvoir montrer concrètement la plus-value de l'accompagnement du DEA pour un agent de la fonction publique. C'est bon pour vous. Je bénéficie du dispositif d'emploi accompagné qui m'a été proposé par la référente handicap de mon établissement, dans lequel je travaille. En effet, je me trouvais dans une situation de faiblesse physique, psychologique, à cause de mon handicap, pas forcément visible. Et le fait de travailler au sein de mon établissement était devenu pénible et je me heurtais à pas mal de conflits, des situations de stress difficiles à gérer. Voilà. Et donc, cet emploi accompagné m'a aidé à retrouver confiance en moi. J'ai pu en bénéficier, enfin, je l'ai vécu en tout cas comme un coaching. Et ça m'a aidé à prendre du recul sur certaines situations et de devoir accepter les choses différemment, le deuil de mon ancienne vie et les solutions à apporter pour me maintenir en santé un minimum correctement. Je suis infirmier actuellement. Je sais qu'en cas de difficulté, ma référente en emploi accompagné est toujours disponible, hein, par téléphone ou par rendez-vous. Et rien qu'à le savoir, c'est rassurant. Ce dispositif doit dater de bien 2-3 ans. C'est suite à un grand parcours du combattant. Ma référente au niveau du handicap de mon établissement m'a aiguillé vers les instances dédiées aux handicapés. Et là, j'ai pu bénéficier d'aide, la reconnaissance de mon statut
Et puis, cette aide d'emploi accompagné qui m'aide à me battre tous les jours, parce que bon, la maladie, elle est physique, mais c'est un combat tous les jours psychologique, et bien souvent on baisse les bras et on a besoin d'une aide extérieure, psychologique ou sociale, voilà, pour essayer de joindre les deux bouts. Grâce au travail de l'équipe encadrante, sa qualité de vie professionnelle mais également personnelle s'est grandement améliorée. Cet emploi accompagné et cette reconnaissance de mon handicap m'a permis au niveau de mon travail de bénéficier d'horaires adaptés et d'un poste adapté, hein, parce que par rapport à la disponibilité de mes soignants, et la contrainte que j'avais, c'était que j'étais souvent en arrêt de travail, souvent absent, parce que j'étais arrivé au bout de mes douleurs. Je n'avais pas eu l'aide adaptée et l'effet boule de neige a eu le temps de s'enclencher. Je ne savais pas que j'avais la possibilité de doubler, tripler les soins ou de bénéficier de plusieurs aides et à mon travail d'horaire et puis d'un poste qui me permet, par rapport à ma mobilité, d'être plus à l'aise. Le gros bénéfice pour moi, ça a été, dans mon cas, d'être du matin, puisque lorsque j'avais mes soins le matin, qui sont assez prenants, assez éprouvants, j'arrivais très fatigué. Et bien souvent, pour faire ce genre de soins, on me demande de me surpasser, pour passer la raideur, pour passer des contractures. Et j'étais amené à prendre des médicaments qui m'endormaient et j'arrivais endormi au travail. Donc l'inverse me permet déjà une vie plus équilibrée et de retrouver aussi une vie sociale, hein, une vie familiale, un équilibre. Et ça a été un vrai plus pour moi. Donc ça a été ce gros changement-là dans ma vie, d'éviter l'effet boule de neige, donc tout de suite couper le mauvais cordon, et ça c'est à l'aide de mon coaching d'emploi accompagné. Voilà. Eh bien, je vous en prie, je vous laisse reprendre. Madame Talandier, vous êtes là. Je vous laisse reprendre la main. Je repartage le diaporama pendant ce temps-là. Voilà. Ben, écoutez, j'espère déjà que ce témoignage aura pu vous éclairer un petit peu sur la réalité, sur le fonctionnement de l'accompagnement qui peut être proposé à nos bénéficiaires. Et puis, si Madame Robin est connectée avec nous, j'aimerais bien qu'elle puisse intervenir pour apporter son témoignage, pour nous expliquer un petit peu comment elle a eu connaissance du dispositif, comment on a commencé à collaborer ensemble, et pour donner l'envie aux autres établissements de pouvoir solliciter le dispositif emploi accompagné pour accompagner au mieux leurs agents qui seraient en situation de handicap et en grande difficulté dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Madame Robin. Bonjour à tous. Merci Madame Talandier. Donc je prends la suite pour vous présenter un peu comment nous avons pu présenter, nous avons eu accès à ce dispositif. Dans un premier temps, nous commençons à mettre en place une politique handicap au sein de l'établissement. Donc il était pour moi important de rechercher tous les partenaires pour pouvoir soutenir le maintien en emploi et l'intégration de personnes en situation de handicap au sein de l'établissement. Donc, j'ai contacté Madame Talandier qui est venue me présenter le dispositif. Et une des choses qui m'a interpellée, c'est la disponibilité de cet accompagnement et qui n'était pas limité dans le temps. Donc, pour cela, j'ai fait le relais auprès des différents acteurs, dont en priorité le médecin du travail, qui a pu prendre connaissance de ce dispositif et en faire le relais auprès d'agents qu'elle rencontrait en consultation. Également auprès des psychologues du travail. Nous en avons 2 sur l'établissement et c'est en ce sens qu'elles-mêmes aussi ont pu m'orienter certains agents qui pouvaient être susceptibles de correspondre à ce dispositif. Pour les agents, dans le cas de M. Boucher-Cédric, nous avons eu une première rencontre autour de sa situation de handicap qui était difficile pour lui. Donc, il a fallu l'accompagner dans la reconnaissance de cette situation de handicap administrative, donc ce statut.
RQTH, et dans le dossier MDPH apparaissait le dispositif d'emploi accompagné. Spontanément, il a coché. Il a coché en disant ça peut être intéressant. Et par la suite, quand il a eu son accord MDPH, il est revenu. Ça a pris bien 15 mois hein, entre notre premier rendez-vous pour lui parler de la situation de handicap, comment elle est accompagnée par l'employeur, comment je suis à sa disposition, comment nous avons rempli le dossier MDPH, et à le retour de l'accord MDPH pour sa reconnaissance RQTH et l'accès au dispositif emploi accompagné. Là, nous avons convenu d'un rendez-vous avec Mme Talendier pour présenter le dispositif. Il a eu beaucoup de questions. Il était encore assez fragile dans l'acceptation de ce nouveau parcours professionnel, ça veut dire avec des aménagements qui avaient déjà été mis en place, hein, aménagement d'horaire, aménagement sur le poste de travail, mais qui ne répondaient pas à ses besoins pour pouvoir poursuivre son activité d'infirmier. Et il ne se voyait pas dans une reconversion professionnelle puisqu'il était très attaché à sa fonction d'infirmier au sein de l'établissement. Donc, cet emploi accompagné a pu commencer. Et là, au niveau même de la direction des soins, qui connaît Cédric depuis des années au sein de cet établissement, a tout de suite fait remonter un changement dans les relations avec ses collègues, un changement dans les nouvelles missions qui lui sont confiées. Nous étions en pleine crise sanitaire et Cédric s'est montré toujours disponible et vraiment à pouvoir répondre aux besoins du service sur lequel il avait été orienté. Nous avons, avec Mme Talendier, d'autres agents qui sont susceptibles d'être accompagnés. Certains sont effectivement dans une situation de handicap psychique posée, diagnostiquée. Et ces agents, effectivement, au cours de leur parcours professionnel, les difficultés engendrées dans la gestion de crise a fait remonter la vulnérabilité de ces agents. Tout de suite, avec l'accord du médecin du travail qui préconise ou pas ce dispositif, hein, toujours, nous avons pu proposer à certains de ces agents ce dispositif d'accompagnement pour lequel les choses se mettent en place. Ces agents sont déjà bénéficiaires d'une RQTH du part de leur handicap psychique, hein, déjà diagnostiqué depuis de nombreuses années. Mais Mme Talendier les accompagne pour pouvoir faire la demande complémentaire pour accéder au dispositif d'emploi accompagné. Voilà. Ce que je pourrais aussi apporter comme élément, c'est que pour nous, employeurs, c'est au-delà de réduire l'absentéisme de ces agents, au-delà de pouvoir soutenir les agents dans un parcours professionnel établi, hein, ou à construire avec ces nouvelles restrictions, il est important pour nous de satisfaire au bien-être au travail. Pour ça, au-delà de tous les acteurs internes que nous avons des préventions des risques professionnels au poste, nous avons des psychologues du travail, nous avons une assistante du centre social, du personnel, une médecine du travail avec des infirmières formées hein, à la santé au travail. Nous tenons à ce qu'il y ait aussi un bien-être aussi dans l'épanouissement, dans le travail et par le travail, au-delà de la situation handicap vécue par ces agents. Voilà ce que je peux ajouter. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, vos explications. Alors, on a peut-être des questions pour vous qui vont vous arriver. En attendant qu'elles arrivent éventuellement, je vous propose d'en traiter d'autres. Alors, j'ai plusieurs questions qui vont dans le même sens. Est-ce que l'agent doit être en position d'activité pour pouvoir bénéficier du service? Est-ce qu'il peut le faire pendant l'arrêt, etc. Là, dans la mesure où c'est un dispositif qui est quelque part, quand c'est la MDPH, il faut comprendre l'esprit. Quand c'est la maison départementale des personnes handicapées qui, au départ, est celle qui prescrivait, ensuite c'était ouvert au Cap emploi, etc., c'est que ça vient de la personne. La MDPH, l'employeur n'y a pas accès. C'est la maison départementale des personnes handicapées et pas des employeurs de personnes handicapées. Et donc, là, quelque part, c'est la personne qui va demander cet accompagnement. Donc, on va complètement sortir de ces contraintes qu'on peut avoir, que les employeurs peuvent avoir,
quand ils veulent mobiliser une aide du FIP notamment, parce qu'on ne peut pas le mobiliser pour effectivement toutes les positions. On est d'accord, Madame Robin, hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est important que ce dispositif soit bien présenté et que l'agent soit dans un esprit de pouvoir progresser et aussi de bien comprendre le soutien que peut apporter ce dispositif, qui est externe à l'employeur, mais qui est en collaboration avec l'employeur via le référent handicap ou le médecin du travail ou autre tuteur, cas de proximité. C'est ça qui est important. Et effectivement, quelle que soit la position d'activité de l'agent, en sachant que dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique, les agents, même en arrêt maladie, sont en position d'activité. Donc, ils ont accès à tous les dispositifs du maintien dans l'emploi dans ce cas précis. Voilà. Il y a également une autre remarque. Alors, j'ai vu qu'on avait quand même des référents handicap qui étaient très pointus sur le catalogue du FIP. Et c'est parfait. Ils ont fait le lien avec l'aide numéro, c'est la fiche 17. Hein. C'est un dispositif qui existe depuis longtemps dans le catalogue du FIP, hein, le dispositif d'accompagnement pour l'emploi des personnes en situation de handicap, qui vise le même public, hein, un peu de choses près, handicap psychique, cognitif, déficience intellectuelle. Et qui permet de financer soit de l'évaluation des capacités professionnelles de la personne, soit un soutien médico-psychologique assuré, attention, quelqu'un a son micro ouvert, un soutien médico-psychologique assuré par un service ou acteur externe, et soit même l'accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe de l'employeur. Dans l'introduction de la fiche, on explique que c'est une offre différente du dispositif d'emploi accompagné. Oui, mais quelque part, on peut dire que dans le catalogue du FIP, le FIP donnait déjà depuis longtemps aux employeurs la possibilité de faire de l'emploi accompagné quasiment déjà avant, parce qu'on avait, vous voyez, l'accompagnement chez l'employeur, il y avait un budget qui pouvait aller jusqu'à 31 000 euros quand même. On était quand même sur des montants qui étaient importants. Alors, la différence, en fin de compte, donc on voit bien que l'avantage avec le dispositif d'emploi accompagné aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on n'a pas utilisé le budget du FIPH pour ça. Donc, un employeur qui n'est pas conventionné, ben, il y a une enveloppe de 40 000 euros par an. Ben, vous voyez, on est sur des montants importants. Donc, l'avantage, c'est que ça ne va pas venir consommer son budget de manière importante pour un seul accompagnement. Pour un employeur qui est conventionné, ben, à peu près, même si les enveloppes sont plus conséquentes, malgré tout, compte tenu des montants, ça reste, la remarque reste pertinente. Et puis ensuite, on va retrouver les conditions d'accession aux aides du FIP qu'on ne va pas forcément retrouver sur le dispositif emploi accompagné. Les conditions de renouvellement sont plus simples dans le dispositif accompagné parce qu'il est posé comme étant un accompagnement à durée indéterminée dès le départ. Voilà, c'est-à-dire que là, on va dire qu'on avait les prémices de ce qui est aujourd'hui devenu le dispositif l'emploi accompagné, pardon. Et le plus simple aujourd'hui, c'est d'utiliser ce dispositif-là qui s'installe en plus en complémentarité via les plateformes qui sont en train de se mettre en place dans chaque territoire. Donc, je pense que cette fiche-là, elle va rester parce qu'on a peut-être quelques employeurs qui ont pris l'habitude de l'utiliser pour certains besoins, mais elle va effectivement perdre de sa force compte tenu du développement de ce dispositif-là. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Nadine, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, hein, mais je pense qu'on est dans l'esprit. Merci Madame Robin. Y a-t-il d'autres questions? Je regarde. Donc là, je pense avoir répondu pour cette fiche. On m'attendait, hein, on nous attendait sur cette complémentarité. Alors, donc l'accompagnement est-il possible dans le cadre d'une PPR? Ben, vous avez compris, c'est oui. Quand les gens sont en arrêt, c'est oui. Parce qu'en fait, c'est la personne, l'employeur va être là en conseil, en disant, ben voilà, je pense que j'ai échangé avec le prestataire, ça serait l'accompagnement qui vous conviendrait, puis qui sécuriserait votre retour à l'emploi. Mais après, ça va être à la personne d'en faire la demande. Voilà, ça va être à elle de dire, ben oui, moi, je souhaiterais avoir ça. Donc, et à ce moment-là, on ne va pas leur demander s'ils sont en arrêt, etc. La personne en a besoin. Voilà. Alors,
effectivement, l'accompagnement est illimité. Cela veut-il dire que les dispositifs peuvent être illimités? Ben, aujourd'hui, on est sur des dispositifs qui sont quand même avec des financements qui sont installés, hein, qui ne sont peut-être pas infinis, mais en tout cas qui sont pérennes. Donc, je ne pense pas qu'il faille se poser ces questions-là. Est-ce que ce n'est pas de nature à déresponsabiliser l'employeur qui peut s'appuyer à 100% sur le job coach? Alors ça, c'est une question pour vous, Madame Robin. Et peut-être moins remettre en question son organisation ou ses pratiques. Ben, je pense que c'est tout l'inverse, parce que le job coach, il va faire son travail. Hein. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça déresponsabilise absolument pas l'employeur, puisque le job coach on a un retour du job coach par rapport aux nouveaux besoins ou des besoins qu'on n'avait pas nous du tout identifiés, hein, et qui vont devoir être mis en place en collaboration avec le médecin du travail, les cadres de proximité. Non, ça ne nous déresponsabilise pas du tout. Au contraire, ça nous demande de faire un travail. Je pense à 2 agents qui sont absents et qui vont bénéficier du job coach à venir, où on doit repenser leur parcours professionnel, leur nouvel emploi au sein de l'établissement. Ça me demande, moi, référente handicap et médecin du travail, à rencontrer les éventuels futurs services pour pouvoir accueillir cet agent. On doit construire maintenant un nouveau poste pour ces agents qui répondent aux besoins identifiés par le job coach. Non, on reste toujours en lien, ça ne nous déresponsabilise absolument pas. D'accord, merci. Voilà, j'étais assez sûr de votre réponse. Alors, j'ai une question qui est un petit peu plus technique sur l'articulation des différents accompagnements. Madame Taillandier, ce serait plutôt pour vous. On a les employeurs qui accompagnent leurs agents. Les agents de la fonction publique territoriale de moins de 350 agents sont affiliés au centre de gestion et bénéficient aussi il y a un référent handicap. Hein. Souvent, la plupart des CDG sont conventionnés avec le FIP justement pour proposer un accompagnement pertinent à leurs employeurs de la fonction publique territoriale. Donc, on peut avoir une personne positionnée au niveau du CDG, que l'employeur accompagne, et puis on peut avoir le dispositif accompagné. Alors, si vous avez eu ce type de situation, comment tout ça s'articule? Moi, je vois bien, on est quand même sur des rôles différents, me semble-t-il. Je vous en prie. Voilà, j'ai remis le micro. Sur le territoire de la Guadeloupe, je vais parler pour la Guadeloupe, j'ai pris attache effectivement avec le centre de gestion, mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'émulsion, je dirais. Les agents de la fonction publique des différents établissements que j'accompagne, en général, ce sont les établissements eux-mêmes, par le biais de leur référent handicap ou d'une assistante sociale qui ont pris contact avec nous. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais après, effectivement, dans l'absolu, oui, le centre de gestion connaît le dispositif. Hein, je suis allée le présenter, etc. Donc, ils sont à même de nous contacter pour pouvoir évaluer la situation d'un agent qui se trouverait en difficulté dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous accompagnons entre 15 et 20 personnes pour chaque référent. Et du coup, on se rend disponible. Notre mot-clé, c'est la disponibilité, tant pour les bénéficiaires que pour les structures qui pourraient avoir besoin d'un conseil ou d'échanger avec nous sur une situation. Ça, c'est très important. Merci pour votre réponse. Et j'ai une dernière question, c'est plutôt pour Nadine Montbrun. On a parlé des employeurs qui étaient conventionnés avec le FIPHFP. On nous demande si l'éducation nationale est-elle conventionnée avec le FIP. Alors, je suis désolée, j'ai eu une interruption de connexion. La question, c'est l'éducation nationale est-elle conventionnée avec le FIPHFP? Est-ce qu'elle est en convention avec le FIPHFP? Oui, alors au niveau national, donc il y a une convention avec le ministère, hein, entre le FIP et le ministère de l'Éducation nationale. Et à ce titre, hein, en région et en local, hein, donc il y a la possibilité pour le référent handicap relevant de l'académie, de solliciter via cette convention du ministère des prises en charge ou de bénéficier des aides et des modalités d'intervention du FIP. J'en veux pour preuve, là, au niveau de mes régions, les 3 référents handicap
et je crois même qu'il y en a qui sont présents à ce webinaire, eh bien, ont eu l'opportunité de réaliser des actions dans leurs départements respectifs d'accompagnement, d'inclusion de personnes en situation de handicap. Merci Madame Monbrun. Donc je vous propose de passer à la suite. Et donc de toute façon, qu'il y ait convention ou pas, vous avez bien compris que c'était la personne qui était demandeuse de ce type d'accompagnement, hein, même si ça se fait à l'issue d'un échange avec l'employeur, hein. Et donc, qui convention ou pas, de toute façon, c'est possible. Et pour revenir à l'éducation nationale, vu le nombre d'enseignants qui souffrent de problématiques psychiques, parce qu'avec des jeunes, il y a des agressions, il y a tout ce qu'on connaît, moi, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre d'enseignants qui auraient besoin d'un accompagnement de ce type-là et qu'on pourrait maintenir, ou en tout cas accompagner vers des reclassements. Et parce qu'en fait, il y a quand même des situations de grande fragilité et des personnes en fait qui seraient certainement mieux dans d'autres administrations dans lesquelles, je veux dire, si on leur enlève le face-à-face avec les élèves, je pense qu'on réglerait une bonne partie du problème. Donc, oui, je trouve que cette réflexion autour de l'éducation nationale est intéressante. J'ai une dernière question pour le contrat d'apprentissage. C'est aussi possible. Je ne sais pas si je réponds parce que la question est longue, mais c'est également possible. Voilà. Vous avez compris, c'est par rapport aux besoins des personnes. La clé d'entrée, ce n'est pas le contrat, ce n'est pas le statut. C'est pas il est en arrêt, il n'est pas en arrêt, il est en contrat, si, il est en contrat, il est, on s'en fiche. C'est le besoin de la personne. Voilà. Et donc ça, c'est, j'espère qu'on aura été clair. Et puis voilà. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à parce que l'air de rien, le temps avance et puis c'est toujours les derniers intervenants qui sont pénalisés. Je suis vraiment désolé pour Madame Costa Mesquita. Donc vous allez nous présenter l'idée, c'est de vous expliquer un dispositif. Aujourd'hui, il y a déjà des personnes accompagnées. Vous allez nous donner une visibilité du public, illustrer un petit peu les caractéristiques du public que vous accompagnez sur les 3 départements. Tout à fait. Alors, bonjour, moi c'est Miel Costa Mesquita, coordinatrice du dispositif d'emploi accompagné en Guyane. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la typologie des personnes accompagnées pour vous permettre d'avoir une vision du public qu'on accompagne. Nous allons commencer par la répartition des personnes accompagnées par groupe d'âge. Nous avons réparti les personnes en 4 groupes, les moins de 30 ans, ceux âgés entre 30 ans et 39 ans, les personnes âgées entre 40 ans et 49 ans et celles de 50 ans et plus. Donc, nous voyons que même si la catégorie d'âge la plus représentée est celle des personnes âgées entre 40 ans et 49 ans, les autres catégories sont assez bien représentées puisqu'elles correspondent chacune à au moins 20% des personnes accompagnées. Donc, en fait, il y a une certaine homogénéité entre les différents groupes d'âge. Ensuite, nous allons voir la typologie des personnes, le type de handicap des personnes accompagnées. On retrouve les 3 principaux handicaps, le trouble du psychisme, la déficience intellectuelle et les troubles du spectre autistique. Mais il y a également des personnes ayant un handicap moteur, des troubles cognitifs, déficiences sensorielles et maladies invalidantes. Aux Antilles et Guyane, les handicaps les plus représentés sont les troubles psychiques et la déficience intellectuelle. Alors, concernant les niveaux de formation des personnes accompagnées, ici, les personnes sont réparties en 4 groupes en fonction de leur niveau de formation. Il y a celles qui n'ont aucun diplôme, qui représentent 29% des personnes accompagnées. Celles ayant un niveau de formation équivalent au BEP-CAP. Celles ayant un niveau de formation bac et celles titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat. Donc, nous voyons bien qu'une grande partie des personnes ont un niveau CAP-BEP, mais le tout, c'est de savoir que la majorité des personnes accompagnées ont un diplôme.
Ensuite, nous avons fait la répartition en fonction des domaines professionnels recherchés par les personnes. Donc, on constate qu'elles s'orientent davantage vers les métiers des services à la personne, à la collectivité, des espaces verts, hôtellerie, restauration. Mais elles sont également intéressées par le secrétariat, l'informatique, le commerce. Donc, on voit vraiment qu'ils ont des compétences et s'intéressent à un important panel de domaines professionnels. Nous avons identifié 3 points forts chez les personnes que nous accompagnons. Le premier est que la plupart des personnes accompagnées ont au moins une expérience professionnelle et qu'elles sont ouvertes à de nouvelles expériences. Ce sont des personnes compétentes dans leur domaine ou qui sont à la recherche d'acquisition ou de développement de leurs compétences. Vraiment, elles sont ouvertes à l'apprentissage. Et enfin, elles sont en capacité de s'adapter à leur poste et à leur environnement de travail, notamment lorsque ceux-ci sont aménagés. Et c'est tout là le travail du dispositif d'emploi accompagné. Nous venons apporter du coup ces aménagements. Et pour finir, nous profitons de votre présence pour vous parler des besoins actuels que nous avons. Donc, il faut savoir que tout au long du parcours des personnes, elles ont besoin d'effectuer des stages. Donc, des stages pour découvrir des métiers, des stages pour valider leur projet professionnel et surtout pour celles qui sont prêtes à l'emploi, elles font des recherches à l'emploi. Et voilà, donc nous profitons pour vous en parler. Si toutefois, on ne sait jamais. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on a pas mal d'employeurs qui sont présents. On a des partenaires aussi, mais la question va surtout s'adresser aux employeurs. On va vous poser un petit sondage. Je demande aux employeurs donc, de répondre. Pour les autres, si vous voulez faire disparaître le sondage, vous mettrez non. Comme ça, ce sera simple. Donc là, il y a un petit sondage qui va s'afficher et ça permettra de guider donc, nos partenaires de DEA, peut-être de reprendre contact avec vous si vous le souhaitez. Voilà. Un premier sondage et il y en aura un deuxième. Et donc, du coup, je complète les propos de Stéphane Guénaud du Handipact pour. Alors, quand on dit bien, ça permettra au DEA de vous contacter. Donc là, les 3 prestataires relèvent des Antilles-Guyane, mais ne vous inquiétez pas, puisque nous sommes sur un webinaire développé dans toutes les régions au niveau national. Donc, je me ferai l'intermédiaire auprès de vos interlocuteurs respectifs dans l'hypothèse où vous auriez exprimé un besoin. Donc, vraiment, n'hésitez pas à répondre à nos interrogations et vous aurez de toutes les manières, pour les 2 questionnaires, vous aurez un relais et vous aurez surtout une réponse parce que c'est ça l'objectif, c'est de répondre à vos attentes et de répondre à vos interrogations. Ne soyez pas choqués par le fort pourcentage des noms, c'est assez logique. On regarde, on a des conseillers à l'emploi qui sont présents, qui ne sont pas forcément des employeurs. Donc, je pense qu'ils pèsent là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà pas mal d'employeurs qui sont prêts à jouer le jeu. Merci à vous. Et je vous invite à continuer de répondre. Ensuite, eh bien, on arrive à... Vous étiez arrivé au bout Miel, est-ce que vous aviez terminé votre intervention? D'accord, oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Une majorité de bénéficiaires qui ont un diplôme, tous ont au moins une expérience professionnelle. Donc, on se rend compte que c'est des personnes qui ont une véritable employabilité. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec le témoignage de cet infirmier. C'était quelqu'un qui... ben voilà, avant, il a eu besoin d'un coup de main pour organiser, optimiser son emploi du temps, faire le lien avec son employeur, et puis aujourd'hui, ça fonctionne. Voilà, mais tout seul, ben, c'était compliqué. De gérer à la fois ses problèmes, puis en plus d'être en capacité de se faire entendre, tout simplement. Puis ne cesse que d'y voir clair. Je pense qu'à un moment donné, quand on est au fond du trou, comme il disait, on manque de recul sur sa situation et c'est pas toujours facile d'entrevoir les solutions.
Merci à vous pour cette présentation. Nous arrivons à la conclusion. Donc, Nadine, je vous propose de redonner une vision globale. Et puis, quand vous me donnerez le top, j'enverrai le petit sondage. D'accord. Alors, bien, on vous propose un petit schéma synthétique pour rappeler les différentes modalités possibles, pas seulement au niveau du dispositif pour accompagner, mais l'offre de services que vous pouvez mobiliser pour pouvoir mieux accompagner vos agents. Donc, eh bien, il y a bien évidemment en appui et en accompagnement le Cap emploi, donc pour tout ce qui concerne l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi, donc le public TH dans sa globalité, avec cette notion de suivi et d'évolution. Donc, on a, eh bien, en amont, Handipact et le FIP qui permet, où on vous apporte bien justement des réponses, des éclairages par rapport à ces différents dispositifs et à vos possibilités d'y recourir. Donc, la ressource handicap, le référent handicap mutualisé au niveau de la fonction publique hospitalière, où vous aurez un interlocuteur qui va centraliser l'accompagnement des employeurs et des personnes en situation de handicap au sein de plusieurs établissements. Et puis, les centres de gestion pour la fonction publique territoriale, dont le rôle est d'accompagner les collectivités affiliées tant au niveau du maintien dans l'emploi que de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et que le centre de gestion soit ou pas en convention avec nous, ça fait partie de ses missions. Et quand il y a une convention de partenariat entre le centre de gestion et le FIP, eh bien le FIP vient apporter des moyens au centre de gestion pour vous permettre de réaliser, d'accompagner encore plus fortement les employeurs à développer une politique handicap et surtout à mieux accompagner leurs collaborateurs. Donc, comme vous le voyez, eh bien, on vous a aussi parlé de cette notion d'accompagnement au travers des prestations d'appui spécifiques qui sont représentées dans toutes les régions et également sur chaque typologie de handicap. Et enfin, le dispositif emploi accompagné qui vous a été présenté ce matin, où on est vraiment dans cette notion d'accompagnement renforcé, accompagnement grâce à l'appui tout au long de l'accompagnement sans limitation de durée, je le rappelle, du job coach, avec cette dimension aussi bien professionnelle que personnelle que médico-sociale, et qui est donc pour tous les types de handicap, avec néanmoins une priorité, une orientation particulière sur le handicap psychique qui regroupe les troubles du spectre autistique, la déficience intellectuelle et les troubles relevant du psychique pur, et également tout ce qui a trait, tout ce qui donc de fait a trait à l'handicap cognitif. Donc, ce schéma vous permet de vous situer à tout moment et de vous rendre compte qu'il existe des solutions et que ces solutions rentrent dans un parcours et que, il est possible vraiment de réussir un accompagnement d'un de vos collaborateurs, soit en intégrant une personne ou soit encore en le maintenant en emploi. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure pour répondre aux questions, puisque j'avais prévu de vous en parler en conclusion. Donc, je le rappelle, la volonté de faire face aux freins qui ont été identifiés et l'optimisation de l'organisation territoriale par l'intermédiaire de la mise en place de la plateforme d'emploi accompagné qui va faciliter justement cette coopération entre les différentes structures qui vous sont représentées au niveau de ce schéma synthétique. Donc, je ne sais pas, Stéphane, si vous avez pu lancer le questionnaire. C'est fait. C'est fait, d'accord. Donc, eh bien, nous espérons avoir répondu à vos attentes, à vos interrogations. Vous avez encore la possibilité au niveau du chat de nous poser des questions dans l'hypothèse où il resterait encore des zones à éclairer à votre niveau. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, bien évidemment, je me ferai un réel plaisir de faire ce relais auprès
des directeurs territoriaux handicap de vos régions pour vous apporter des réponses et pour vous mettre aussi en relation avec les prestataires qui portent le dispositif emploi accompagné au sein de vos régions respectives. Donc, n'hésitez pas et vous aurez, vous ne serez pas laissé en reste. Toute interrogation trouvera sa réponse. Alors Nadine, on n'est pas trop mal sur l'horaire quand même, hein. C'est 16h, 16h03. Bravo mesdames, vous avez été parfaites. On a encore quelques questions à traiter, mais je vais vous laisser répondre et vous verrez quand même le pourcentage des employeurs qui pensent avoir au moins une situation en tête. Je suis assez impressionné par le résultat. Ça veut dire qu'on a été quand même assez clair et ça veut dire que ce qu'on soupçonnait tente plutôt à se confirmer. Donc, on a quelques questions. Donc, quelqu'un nous dit, ben voilà, le DEA est par nature de durée indéterminée. Si quelqu'un est en PPR et qu'on met en place un accompagnement de type dispositif emploi accompagné, ce DEA devrait perdurer au-delà de l'échéance de la PPR. Eh ben, vous avez tout compris, monsieur. Effectivement, c'est bien l'intérêt du DEA, c'est de répondre aux besoins de la personne. Et si vous avez un besoin d'accompagnement pendant la PPR, il y a de fortes chances qu'il y ait au moins besoin derrière d'un appui pendant la mise en œuvre, enfin en tout cas pendant l'intégration sur le poste qui suit. Et puis peut-être qu'à un moment donné, la personne ne ressentira plus le besoin et demandera la fin de son accompagnement. Hein, voilà. Exactement. Alors vous aurez une petite diapo avec. Alors vous avez vu que on met sur une page, on vous a donné le lien vers une page sur le site du Handipact Anti-Guyane, un lien vers lequel vous retrouverez à la fois des ressources. Donc il y a un annuaire de tous les dispositifs emploi accompagné de France, parce qu'on est sur un webinaire national, donc on a quand même voulu vous donner cette vision-là. Et vous avez également plusieurs documents ressources de la CNSA. Alors, vu qu'il peut y avoir des actualisations, je vous ai mis la page de la CNSA sur lesquelles il y a les différents documents. Comme ça, si vous retournez sur cette page dans 6 mois et que des documents ont été actualisés, vous aurez les documents actualisés. Et vous aurez le replay qui sera disponible. Allez, laissez-nous 2 jours hein, pour qu'on le mette, mais il sera au même endroit. Et vous avez le support de présentation avec cette dernière diapo sur laquelle vous retrouvez les coordonnées téléphoniques et email des différentes intervenantes de cette matinée pour Anti-Guyane et après-midi pour la capitale. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai encore comme question? Je crois qu'on a à peu près tout traité. Alors, j'ai eu des questions sur les aides du FIP, sur les aménagements, tout ça. Franchement, ce n'est pas l'objet du webinaire, donc je vous invite, on a un webinaire sur la présentation du catalogue sur le 24 février prochain, donc je vous invite à vous y inscrire. Voilà, hein, ça vous permettra de reposer toutes ces questions-là. Mais aujourd'hui, ce n'était pas forcément l'objet. En tout cas, merci à toutes les intervenantes pour. Moi, j'ai trouvé que c'était très clair. Merci aussi. Vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous nous avez envoyé du soleil, des chants d'oiseaux et en métropole, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, Nadine, je vous laisse le mot de la fin. Tout à fait. Bien, écoutez, je vous remercie vraiment de votre présence et surtout de votre participation active. Alors, malheureusement, comme j'ai dû me connecter sur mon téléphone, donc je ne vois pas toutes les personnes connectées, mais en tous les cas, vraiment, nos remerciements de votre présence, de votre participation. Et nous espérons avoir répondu à vos attentes et n'hésitez pas vraiment s'il y a une question ou une interrogation à laquelle on n'aurait pas répondu à revenir vers nous et en tous les cas vers moi et je me ferai un réel plaisir de vous orienter par rapport à une interrogation qui restera en suspens. Et comme l'a dit Stéphane, effectivement, nous sommes dans une actualisation permanente de ce dispositif emploi accompagné. La preuve en est, c'est que ce matin, il y avait une rencontre à laquelle nous n'avons pas pu participer, mais nous aurons le compte rendu et de toutes les évolutions à venir. Il y aura une grosse
communication par rapport au DEA, parce que comme je l'ai dit, il y a un gros objectif. Et vu les réponses au sondage, je pense que ça correspond à la réalité de vos territoires. Donc vraiment, mes vifs remerciements et merci de votre écoute et de votre participation. Au revoir. Je laisse ouvert pour que vous puissiez accéder aux liens, aux infos, comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous quitte. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir à tous.